J'ai Alex pour ce sublime documentaire, vraiment. Merci au type de l'avoir sélectionné, de nous offrir d'avoir fait de nous les premiers spectateurs au monde. Alors, ma question c'est, alors déjà, d'où est venue cette passion pour les effets spéciaux aussi bien numériques que réels? Bien, passion. Et l'autre chose, c'est au vu de ce documentaire assez complet, y a-t-il des regrets, enfin, y a-t-il eu des difficultés, des studios qui vous ont bloqué ou des artistes, des artisans qui n'ont pas pu venir? Merci beaucoup. Merci. Je vais commencer. Alors pour moi, ça date de l'enfance. J'ai vu Robocop au cinéma quand j'avais 8 ans. Predator, l'aventure intérieure, la même semaine, donc ça m'a marqué. Et ensuite, voilà, adolescent, j'ai découvert un magazine qui s'appelait Mag. Donc je suis tombé dedans. Et mon meilleur ami de l'époque, en fait, achetait STFX. Et donc il y avait tous les effets spéciaux décryptés dedans. Bon, regarde, qui est dans la salle, qui est venu. Voilà. Me soutenir, et donc j'ai découvert ça en lisant la presse, en regardant plein de VHS, en allant au vidéoclub, réalisé toutes les semaines pour acheter des films. C'est comme ça que ça a commencé. Moi je suis beaucoup plus vieux qu'Alexandre parce que j'écrivais déjà dans SFX quand il le lisait. Mais oui, ça remonte à l'enfance, parce que c'est un peu ce que raconte la bande du film, c'est qu'on explique un peu les gamins. Et voilà, l'idée de transformer cette passion d'enfance en quelque chose d'autre. Alors soit faire des effets spéciaux nous-mêmes, mais c'est pas notre métier, on sait pas faire ça, soit parler des gens qui le font et communiquer notre passion au plus grand nombre et valoriser ces gens-là, montrer comme des artistes. Et c'est un peu pour ça que c'est notre deuxième long métrage ensemble qui parle de ce sujet-là. Le premier c'était sur une personnalité, le deuxième c'est sur un métier, donc quand même une espèce de suite logique. Celui-là découlé du précédent. Et pour les regrets, il n'y a pas de regrets évidemment. Si on s'écoutait, on serait encore en train de tourner le film et d'essayer d'avoir d'autres artistes et d'autres réalisateurs. On s'est posé la question sur les plus grands réalisateurs, sur les Spielberg, Cameron, Tim Burton, Peter Jackson. On s'est dit aussi qu'on les avait eus, qu'on avait eu la chance de les avoir dans le film d'avant, et que ce film était différent, qu'on avait plutôt envie de donner la parole aux artistes qui font des monstres pour les films. On a quelques réalisateurs, le nom des moindres, et puis leurs anecdotes sont super drôles la plupart du temps. Et on s'est dit que c'était bien, que l'équilibre était bien comme ça. Je vais répondre au côté juridique. Il y a eu 7 mois de négociation pour tous les copyrights. En fait, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on affiche une créature, il faut la négocier auprès du studio. Il y a beaucoup de créatures dans le film. Donc on a eu l'aide des sociétés d'effets spéciaux, des studios, etc., d'effets spéciaux qui nous ont donné accès à leur collection, souvent à des images totalement inédites, comme pour Gremlins. Chris Wallace nous a envoyé 7 heures de test de Gremlins. Donc il a fallu choisir. C'était très très dur. On a eu à peu près 7 heures aussi d'images de tournage de Abyss et de tests. On a eu 16 heures d'images d'archives de Starship Troopers. Je pense qu'on va en faire un documentaire après. On a eu 1h30 d'images inédites de Jurassic Park, trouvées dans les cartons de Filipette. Donc on avait ça, c'est des collections personnelles, et avec l'appui des studios d'effets spéciaux, on a quand même réussi à convaincre les studios, les majors de nous suivre, de baisser leurs tarifs habituels. Ils nous avaient déjà suivis pour la plupart pour le film sur Harryhausen, où pour le coup tout avait été gratuit. Mais ils nous ont vraiment soutenus. Il y a eu un studio qui a dû nous enlever les droits d'un film au dernier moment, mais c'est peut-être mieux pour le film accélère à un moment où il avait besoin. Je ne le dirai pas. Je me permets d'intervenir en fait par rapport à l'absence en fait de grands réalisateurs. À titre personnel, là où je trouve que ça fait sens, c'est que vous replacez en fait les effets spéciaux dans un champ accessible et nécessaire dans le sens où finalement on fantasme toujours sur la superpuissance de la vision du réalisateur. En fait, en regardant votre film, on se rend compte que tous les longs métrages qu'on adore sont le fruit d'un vrai travail d'équipe. C'est exactement ça. Et il suffit de voir, on a beaucoup insisté sur le rôle aussi de Carpenter sur The Thing, parce qu'on voulait montrer à quel point c'était partagé entre Carpenter et Bottin. C'est vraiment, je pense que c'est l'exemple ultime, Carpenter Bottin sur The Thing.
Mais c'est vrai que ces gens sont des artistes. On ne voulait pas les montrer comme des techniciens, on voulait les montrer comme des artistes. J'espère que ça transparaît. Et donc ils ont tous une vision. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, maintenant qu'il y a des images de synthèse, parce que c'est les producteurs qui prennent le pouvoir avec ça, c'est-à-dire que tout est fait après. Et le réalisateur, il faut savoir qu'un réalisateur est maître de son film, surtout sur le plateau, mais après c'est le producteur, il doit gérer avec le producteur, la plupart du temps. Et les effets pratiques, on les gère sur le plateau, donc c'est le réalisateur qui les gère, avec les équipes d'effets spéciaux. Les effets numériques, on les gère après le tournage, donc c'est plutôt le producteur qui dit ce qu'il a envie. Donc on voulait voilà, vraiment mettre en avant le travail de ces artistes. Et voilà, j'espère que ça fonctionne. The Thing, vendredi 16h30 dans la même salle. Parenthèse, même si vous l'avez jamais vu sur un écran de cinéma, c'est le moment justement de voir le travail formidable de Robotine. Non, il a tellement super bien qu'il ne sait pas quoi dire. Non, juste ce qui est assez drôle, c'est qu'on se rend compte qu'à l'époque, les ordinateurs n'avaient pas encore révolutionné les effets spéciaux. On inventait les techniques à cause des scénarios. C'est-à-dire qu'on inventait une nouvelle technique parce qu'il y avait un défi dans le scénario. On dit comment est-ce qu'on va faire sur le Loup-garou, comment on va montrer les transformations en temps réel. Et on inventait la technique à ce moment-là. Maintenant, on se retrouve dans un effet un peu pervers où on ne se pose pas la question de la technique, c'est-à-dire que de toute façon, on fera ça numérique. On y arrivera quoi qu'il arrive. Et donc, l'innovation en ce domaine, ça avance encore, c'est ce qu'on a essayé de montrer aussi. On a essayé de ne pas être totalement manichéen en disant image de synthèse c'est mal, c'est le diable et tout le reste c'est bien. Ça transparaît un peu quand même de par les gens qu'on a interviewés, qui sont tous, y compris ceux qui font des images de synthèse d'enfer comme Fictifed, ils sont tous très rattachés au côté manuel, physique, et même Ali Cole qui a supervisé les images de synthèse de la menace fantôme et des nouveaux Star Wars et qui a fait Yoda, il s'excuse presque d'avoir fait Yoda en image de synthèse, alors pourtant c'est l'un des artistes les plus doués dans ce domaine-là. Donc on a essayé d'éviter de rester un peu neutre, nous, et quand il y avait un avis personnel, de le laisser dire aux gens qui étaient intervenus. Mais effectivement, la dualité réalisateur et superviseur d'effets spéciaux était plus forte et avait un impact beaucoup plus fort sur le look artistique du film qu'aujourd'hui. Finalement, sans vouloir être pessimiste, aujourd'hui, à part Cameron et Jackson, qui fait vraiment évoluer le média de cinéma à travers ces histoires? À part ces deux-là, quoi. Steven Spielberg. Oui, Steven Spielberg. Non, il y en a quelques... Non, mais je pense qu'il va falloir se tourner peut-être vers pas cette génération-là, qui est maintenant un petit peu ancienne, qui a déjà fait ses preuves, qui a déjà tout révolutionné. Peut-être vers des nouveaux, et peut-être aussi qu'il va y avoir un retour de Manivelle. C'est souvent ça, dans la mode, dans les arts, dans la culture. Il y a souvent un effet de va-et-vient, et lorsqu'on sera saturé d'images de synthèse et de panorama, il y a des tas de réalisateurs, et Kevin Smith nous l'a dit hors caméra, il y a des tas de réalisateurs qui ont envie de revenir un petit peu à ces effets un peu bruts, un peu physiques, un peu pratiques, pour retrouver quelque chose d'un peu différent. Et il faut savoir que dans le monde des effets pratiques, tout le monde attend Star Wars. Vraiment. Ils sont tous fébriles, ils attendent de voir, parce que eux essayent tous, dans leur coin, de faire des petits films qui font la promotion des effets pratiques, donc le maquillage, l'animatronique, stop motion, etc. Mais le seul qui a le pouvoir de le faire, c'est J.J. Abrams sur Star Wars. Et il a annoncé qu'il allait vraiment faire beaucoup de choses en réel et limiter l'image de synthèse au maximum. Donc tout le monde attend de voir ce qui va se passer. Si Star Wars est le triomphe annoncé et qu'il y a beaucoup d'images tactiles, réelles dedans, peut-être que ça fera un effet. C'était un peu le cas de Mad Max aussi, le temps de Mad Max, il y avait un peu dans ce sens-là aussi. On s'éloigne un peu des mots. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être que vous avez envie de poser juste ici? Merci. Ce sera juste après. Donc merci et bravo. J'avais une question. Du coup, on sait ce qui est devenu Robotine? Oui, on sait. Il est agent immobilier. Il est agent immobilier. C'est un très très bon agent immobilier. Complètement fou, à mon avis. Il vend des manoirs, des boutiques. Il est gentil. On nous a posé la question déjà, les rares privilégiés qui l'ont vu avant vous, même si vous êtes le premier public à le voir, on est quand même les gens qui nous ont aidé à finir le film. Aujourd'hui, qui nous dit pourquoi il n'y a pas Robotine dans le film, et ce pour plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est qu'on n'avait pas envie d'aller embêter dans un domaine où on sait qu'il n'a plus tellement envie de s'exprimer, plus tellement envie de parler de cette période glorieuse qui est loin derrière lui, et il n'est plus dedans. On n'avait pas envie de... On s'est dit finalement ce personnage-là, on le connaît tellement à travers cette création, laissons-le dans l'ombre, laissons-le énigmatique, peut-être que quelqu'un fera un jour un film sur lui. Mais c'était pas ce film-là. Alors il y a une autre petite anecdote, vous avez vu Steve Spaz-Williams qui a réalisé en secret le test du tyrannosaure de Jurassic Park, qui a fait en sorte que la stop motion meurt, que Fictifed perd son travail, etc.
Et en off, il nous a raconté que maintenant il est forgeron. Et pour lui, il a tué le cinéma avec le Jason. Il ne pouvait pas se voir à l'époque. On aurait pu mettre des tas de choses dans le film, mais il y aura beaucoup de bonus. Achetez le DVD, le Blu-ray. Et on est obligé, enfin, c'était difficile maintenant, mais blague à part, de choisir ce qu'on allait mettre et ce qu'on allait pas mettre. Quand Alexandre dit qu'il y avait 16 heures de rush de Starship Troopers, il y a 16 heures d'image de tournage de Starship Troopers. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On était parti au début sur 1 heure juste sur Starship Troopers, on s'est dit non. Vous avez vu quelques images, surtout des images d'atelier, on a laissé pas tellement d'images du tournage lui-même. Et il y aura des bonus, il y aura des choses à faire. Je suis à côté d'un spectateur qui veut poser une question, je vais me mettre à côté de lui. C'est bien. C'est impératif. Pose ta question. Question en 3D. Voilà, j'aurais en fait une question. Ces dernières années, on voit de plus en plus de documentaires qui regardent en arrière sur le cinéma. On a eu Super 8 l'année dernière, deux documentaires sur la Canon. Cette année, on a eu encore un jeu de Rosquise Dune et Geekers World. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en ce moment, on a, je ne sais pas, dans quelle optique est-ce que vous vous situez plutôt dans la nostalgie ou dans la réaction par rapport au film actuel? Alors, pour nous, c'est pas du tout un documentaire sur le passé. C'est vraiment, certes, ça raconte toute l'histoire des monstres au cinéma, mais c'est vraiment quelque chose de très actuel parce que ça pose des questions sur l'avenir de ces arts. Donc, pour nous, l'idée, c'est de parler du passé pour parler d'aujourd'hui. Où on en est. L'idée, c'était aussi d'avoir la longue séquence sur Jurassic Park, qu'à la fin de la longue séquence sur Jurassic Park, on se sente orphelin de tout ce qui venait avant, de tout ce qui est arrivé avant. Quand on a expliqué toutes les techniques tactiles, etc., il y a des dizaines de techniques qui ont été mises en place sur plusieurs décennies, sauf que en un film, tout a disparu, dans l'œil en tout cas du public et des producteurs. Et ça pose une question très actuelle parce qu'on est encore en train de voir les conséquences de Jurassic Park aujourd'hui, plus de 20 ans après. Donc pour nous, le film, c'est ça. C'est vraiment toutes les conséquences de Jurassic Park. Et comment Jurassic Park a changé l'histoire du cinéma. Ça aurait pu, voilà. C'est pour ça qu'on a commencé d'ailleurs à monter cette séquence. Et ensuite, on est allé vers la gauche et on est allé vers la droite. On avait cette séquence centrale, on savait que c'était le cœur du film. Pour nous, il doit y avoir un moment fort au début, un moment fort au milieu, un moment fort à la fin. C'était vraiment le moment fort du milieu. Et voilà, c'est structuré autour de ça, mais pas, on voulait pas que ce soit juste un making-of de Jurassic Park. On voulait comprendre toute l'expérimentation à ce moment-là et toutes les conséquences sur l'autre. Pour répondre à la question comment on se positionne par rapport aux autres documentaires, en fait on ne se positionne pas vraiment. Ce documentaire n'a pas été fait dans une réflexion globale sur ça. C'est comme le film précédent, c'est un film qu'on voulait voir. Un cliché, hein, mais c'est la vérité. C'est un film qu'on voulait voir et qui n'existait pas. Donc, voilà. Non, c'est vrai, hein, et ce sera la phrase de la fin. Merci. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Dernière possible. En tout cas, on est bien ici. Hein, Ouais, très bien. Monsieur le c'est pas mal. La dernière question. Bonsoir. Bon, évidemment, j'ai beaucoup apprécié le documentaire, très riche. Juste une petite question sur la forme. On voit que les sous-titres mangent un peu les inserts. Voilà. On voit que le générique est en anglais, il s'agit d'un film français. Sur la forme, on voit donc essentiellement des interviews posées, avec des intervenants qui sont parfois un petit peu redondants sur le contenu. Donc je trouve que c'est une forme assez anglo-saxonne. Est-ce que donc c'est quelque chose que vous devez assimiler parce que ce film aura une vie à l'international? Ou est-ce que c'était pour vous adéquat par rapport au sujet? Pour les sous-titres, ce sont des sous-titres provisoires qui ont été faits spécialement en 4e vitesse ici pour le festival, parce que le film n'existe pas. Sauf les sous-titres de Christophe Gans qui sont plus réussis que les autres. Effectivement, ça se superpose, mais bon, c'était pour que vous puissiez le voir dans une version. Tout le texte est en anglais, tous les synthés sont en anglais, parce qu'on a commencé par la version internationale, qui n'est donc pas la version originale, mais c'est la version qui sera la plus répandue sur la planète, j'espère. Et ensuite, bien sûr, une version française, un titre français, un poster français aussi. Pour ce qui est de la redondance des interviews, ça c'est une subjective. Nous, on a essayé d'éviter. Si on a encore, désolé. En tout cas, on a passé beaucoup de temps sur le montage pour éviter qu'il y ait des redondances et pour assumer certaines répétitions qui sont volontaires. Par exemple, lorsqu'on dit qu'il faut plusieurs personnes pour animer une marionnette et qu'il n'en faut pas qu'une,
plusieurs personnes le disent de manière différente, à des moments différents, et se complètent les uns les autres. En tout cas, c'est comme ça que ça a été pensé. Et sur la partie, c'est un documentaire qui ressemble à un documentaire anglo-saxon, c'est possible. Peut-être parce que c'est un peu notre culture et que c'est un film tourné principalement aux États-Unis. Mais c'est pas pour des raisons de se conformer à un modèle de documentaire américain ou anglais. C'est venu naturellement comme ça. C'est bien comme notre phrase de fin. Quelque chose, Alexandre, ou Gilles Applaudit. Une belle phrase, c'est la mienne. Non, je veux juste dire, si vous trouvez le film trop format, etc., bon, dommage, j'en suis désolé. On a essayé quand même d'essayer de dynamiter aussi le format une fois de temps en temps, d'avoir des gens debout, d'avoir des gens en train de montrer, à chaque fois on a une démonstration par exemple d'effets spéciaux pour chaque technique. On a des gens qui manipulent les créatures qui sont en situation. On a vraiment essayé en tout cas de le rendre le plus vivant possible. Donc, après, est-ce que quelqu'un a une dernière question positive? Monsieur, qui vous appelez-vous? Bonsoir. Non, je voulais juste savoir, vous deux, au plus profond de vous-même, c'est un peu une question, je sais pas en fait. C'est un peu une question, tu préfères ton père ou ta mère, si vous me voyez arriver. Est-ce que au plus profond de vous-même, est-ce que vous préférez les effets spéciaux à l'ancienne, old school, en inhalation, réalisation et compagnie, ou alors le CGI d'aujourd'hui? Tout ça. Tu vas commencer à répondre, je vais réfléchir. Je préfère réarriser. Non, ben, c'est dur à dire. Oui, je crois que j'ai une attache particulière pour les effets physiques, mais il y a tellement de films récents que j'adore, dont je trouve des effets hallucinants. Et l'un des films de monstres que je préfère, à part King Kong, qui est mon préféré de tous les temps de l'univers, il y a Jurassic Park. Jurassic Park, c'est un film qui mélange tellement bien les deux techniques. C'est une réponse exprès pour pas répondre. Où il y a autant d'effets animatroniques que d'images de synthèse et qu'elles sont tellement bien faites que parfois on n'arrive pas à savoir comment c'est fait. Ça, c'est la manière intelligente de faire. Et moi, j'adore quand un film réussit à me... Moi qui pourtant ai un œil un peu aiguisé, j'essaie de bien voir l'œil aiguisé. Ça me bluffe. Ça, je trouve que c'est vachement bien fait. Mais un film tout numérique en effets spéciaux comme les 2 derniers Planètes des singes, moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça superbe. Et même si j'adore Charlton Heston et Roddy McDowall, je trouve que là, enfin, ce qu'ils ont fait, c'est complètement dément. Et je dis très vite que c'est des effets spéciaux. Mais bon, on va dire que j'ai une attache particulière pour les effets physiques, pour un truc que je en particulier. Il y a des films d'aujourd'hui qui me bluffent totalement. Alors, j'aime beaucoup les effets spéciaux récents, le Seigneur des Anneaux, etc. Mais je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, j'ai regardé le pilote de H vs Evil. Et c'est pas toujours bien foutu. Mais franchement, ça m'a rappelé, ça m'a ému, parce que ça m'a rappelé l'émotion que j'ai eue en voyant Evil Dead 2 la première fois. Et le côté caoutchouteux, pas forcément réaliste, mais on sentait la patte du maquilleur derrière. Et j'avais pas ressenti ça depuis un moment, donc j'imagine que je devrais répondre le caoutchouc. On applaudit Alexandre.